Bonjour à tous, merci beaucoup d'abord d'avoir accepté notre invitation. À vous trois, c'est super gentil. On va faire une discussion vraiment concernant l'impact de la COVID-19 sur les industries, sur l'industrie du cannabis au Québec. Donc, on a ici Marc-André Brissette de Solutions Cannabis Médicales, Gabriel Bélanger de Bélanger Consultant et Maxime Guérin du groupe SGF. J'ai quelques questions pour vous. On va couvrir un peu tous les sujets pour vraiment avoir votre opinion à vous sur l'ensemble de la situation. Mais je vais commencer par me présenter pour ceux qui me connaissent pas. Donc, je m'appelle Awa Diagne, propriétaire et actionnaire de Can Empire, nouvelle entreprise depuis octobre dernier. Puis nous, on se spécialise vraiment en divertissement et éducation entourant le cannabis. Donc, des expériences cannabis-friendly. La première qu'on avait lancée, c'était le Festival de cannabis de la région de Québec, le premier de la région de Québec, CanExpo et CanFest. Et là, vous vous douterez qu'avec la situation actuelle, ça chamboule un peu les plans. Et ça doit être la même chose pour vous aussi. Là. Donc, c'est ce qu'on va regarder. Mais avant, je vais vous laisser le temps de vous présenter un par un peu, nous dire rapidement qu'est-ce que vous faites et votre entreprise. Maxime, si tu veux commencer, c'est à Excellent, je me sauce en premier. Maxime Guérin, donc je suis avocat chez Groupe SGF, consultant cannabis. On se spécialise particulièrement dans les demandes de licences de producteurs autorisés, principalement en microproduction, mais on touche pas mal à tout. Là. On en a fait de toutes les grosseurs, passant de la micro à l'extérieur jusqu'à les big pharma, comme on les appelle. Donc, on touche vraiment à tout. Puis, je suis aussi actionnaire et directeur des affaires légales chez Mendicana, le premier microproducteur de cannabis au Québec. super. Marc-André, si tu veux y aller. Oui, ben moi, c'est Marc-André Hébert. Je suis directeur et propriétaire de la clinique Solutions Cannabis Médicales. Nous, on est situé à Québec, dans le complexe Vision, puis on compte à peu près 1500 patients de cannabis médicaux présentement. Puis c'est ça, là, on travaille beaucoup avec les producteurs, développer le marché, puis changer un peu la donne au Québec, là, que les gens soient plus ouverts au cannabis médical, élaborer des plans de traitement. Puis on travaille aussi avec 260 médecins un peu partout dans la province qui nous réfèrent des patients. En gros, c'est ça. Génial. Et Gabriel? Salut, Awa. Dans le fond, je travaille, j'ai une formation d'ingénieur, puis je travaille depuis, je dirais, 4 ans là, sur des projets avec des producteurs. J'ai fait beaucoup de conception d'usines pour plusieurs producteurs. Puis, dans le fond, je suis à mon compte, puis j'accompagne plusieurs personnes à travers de l'idée à la conception avec les permis, avec les opérations, comme consultant ou comme, disons, project manager, là, que je touche pas mal à toutes les étapes, là, puis c'est ça. Super. Fait que je vais commencer. On a à peu près 8 questions, puis je vais vraiment prendre l'opinion de tout le monde là-dessus. On va discuter sur ces sujets-là. Mais avant, je voulais commencer en vous demandant, vous, ça s'est passé comment avec la crise actuelle, la COVID, pour votre entreprise? Est-ce que vous avez dû cesser vos opérations comme la plupart des entreprises au Québec? Est-ce que vous avez recommencé? Comment ça s'est passé pour vous? Si tu veux y aller, Maxime, pour commencer. Yes, ben, en ce qui me concerne, très honnêtement, le COVID est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Je pense que personne ne l'avait vu venir. Il y a eu beaucoup d'anticipation dans, mettons, les 2 premières semaines là, où est-ce que c'est arrivé là, à partir du lockdown, là, la fermeture des entreprises, surtout les chantiers de construction. Dans mon cas, c'est là que ça a beaucoup influencé. Il faut voir ça un peu en deux phases. Il y a la première phase qui est vraiment la construction. Puis au niveau construction, tous les clients qui étaient sur le point de finir leur construction, la plupart ont eu la clé d'emporte à ce moment-là. Il y en a qui ont réussi à jouer sur l'exception des services essentiels, mais je dirais que 90% des gens qui étaient à construction ont malheureusement dû arrêter. De l'autre côté, l'autre phase, c'est qu'il y a Santé Canada qui, elle, continue à rouler, qui continue à regarder les dossiers. On a des gens qui ont été chanceux, qui ont réussi à déposer leur demande de licence avant le confinement, donc, et même au début du confinement. Puis ça n'a eu aucune influence sur ce qui se passe chez Santé Canada. Ce ne serait que peut-être quelques journées, au maximum une semaine de délai. Mais à ce niveau-là, ça n'a pas beaucoup changé de choses. C'est vraiment au niveau construction puis opération que ça a changé la donne. Mais au niveau Santé Canada puis au niveau réglementaire, ça n'a pas beaucoup changé.
Par contre, ça a quand même changé. Là. Normalement, Santé Canada fait des inspections chez les producteurs de manière assez régulière, là, ou à tout le moins essaye de le faire relativement rapidement après l'émission d'une licence. Quand je dis relativement rapidement, il faut se mettre dans la tête de l'appareil gouvernemental, mais habituellement, il y a au moins une visite qui va se passer. Puis là, Santé Canada a mis le hold là-dessus carrément, puis a mis une espèce de période de grâce, si on veut, qui s'étend sur 6 mois. Donc, Santé Canada, leurs employés ne sortent pas tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas 6 mois qui se sont écoulés. Fait qu'il y a plein de mesures comme ça qui ont permis aux producteurs d'avoir un peu de flexibilité. Un autre exemple, là, si on veut avoir des gens, mettons, qui normalement devraient avoir une habilitation de sécurité chez un producteur, ben Santé Canada a donné une période jusqu'au 30 juin où est-ce qu'on peut nommer des remplaçants sans avoir à les habiliter au niveau de la sécurité. Fait que c'est un espèce d'avantage pour essayer de pallier au fait que, bon, dans les entreprises, ils risquent d'avoir des employés qui s'absentent, etc., etc. Fait que ça a eu de l'impact, mais ça n'en a pas eu tant que ça non plus. C'est vraiment 2 volets. Donc, de votre côté, SGF, vous avez continué à travailler à distance pendant le confinement, si on veut? Oh, oui, tout à fait. Travailler à distance pour les avocats, c'est pas trop compliqué. La seule chose qu'on a cessé, c'est les visites chez les clients, donc les visites chantiers, les rencontres de suivi, ces choses-là. On a tout mis ça par moyen électronique. Mon kilométrage mensuel est passé de peut-être 6-7 000 kilos mensuels à pas beaucoup. Là. Il y a au moins eu ça d'avantage. Ouais, c'est déjà ça. Gabriel, tu es un peu dans le même domaine là, avec les consultations. Puis toi, comment ça s'est passé avec ton entreprise? Est-ce que vous avez continué, même chose, à servir vos clients à distance? Je dirais que ça dépend vraiment du type de client. J'en ai où les gens sont en phase de conception, en design. Ça, ces projets-là, tous les professionnels avec qui on travaille en équipe, on est capable de travailler à distance. J'en ai, par exemple, des clients que les plans il y a des plans en culture, donc ça, on essaie de faire le plus qu'on peut à distance, mais à un moment donné, les plantes, ils comprennent pas qu'on est en confinement, là, ils continuent à pousser. Fait que, c'est arrivé des situations où, regarde, pas le choix, il faut se déplacer parce que la nature du projet. Mais on a vraiment essayé de faire ça. Puis je dirais, j'ai plusieurs clients, même chose qu'avec Maxime, où les gens étaient en phase de construction. Donc, eux, parce qu'ils sont en arrêt, le défi, ça a été de trouver, il y a, dans l'obtention d'un permis, il y a la construction, mais il y a plusieurs autres tâches qui sont pas juste la construction. Fait que c'est de prendre le temps de forcer, là, puis de l'allouer à d'autres tâches sur le projet. Fait que ça a été fait. Puis, par exemple, où j'ai trouvé qu'il y avait un impact là, que j'ai constaté vraiment marqué, c'était pour les nouvelles personnes qui voulaient se lancer en affaires. Je vais te donner un exemple. Il y a quelques semaines, au début du confinement, juste avant, je parlais avec, par exemple, 5 personnes qui voulaient faire des projets de microculture dans le coin de la Beauce. Okay? Fait que, on parle ensemble, sont intéressés par les projets, sont surtout curieux. Fait que je me dis, je veux dire, on se rencontre pas, on se fait ça par téléphone, ça va bien, on explique les projets. Finalement, il y en a un là-dedans que finalement, la municipalité sont pas à l'aise avec le cannabis, ça règle la question. Il y en a que finalement, c'est pas le genre de projet qu'ils cherchent. Là-dedans, il y en a 2 qui sont vraiment intéressés. Finalement, le confinement arrive, c'est le COVID, il y en a un des 2 qui perd son emploi. Fait que là, écoute, c'est sûr que dans une période de crise comme ça aussi, démarrer les nouveaux projets, vouloir investir en période d'incertitude, il y a plus de risques aussi. Donc, je pense qu'au niveau des nouveaux projets, tous les projets, il y a une bonne façon de les exécuter, là, mais moi, je vois aussi peut-être, pas nécessairement un ralentissement, mais des contraintes supplémentaires là, que les gens. Puis de ton côté, Marc-André, là, je sais que tu touches le côté médical, justement, puis qu'il y a des patients qui peuvent pas cesser du jour au lendemain de recevoir leur médication malgré le fait qu'il y a une crise mondiale. Donc, comment ça s'est passé pour vous de continuer à servir vos clients sans pouvoir les recevoir de la même façon qu'avant? Je te dirais, nous autres, ça nous a causé un beau problème au début parce que où on est situé, notre clinique, le premier étage, c'est une urgence médicale, un gros complexe médical, puis ça a été assigné COVID-19. Okay. Fait qu'on ne voulait pas trop se pointer là. On a fermé le bureau, nous, en date du 20 mars, mais on a tout transféré en ligne. Je te dirais, fait que point de vue efficacité, délai, on a arraché un petit peu. On a des centaines de messages de gens qui raccrochent tout simplement au téléphone à la place de nous laisser un message.
Mais fait que je te dirais, c'est plus dur pour passer de nouveaux patients. On a eu une grosse baisse de ce côté-là. Par contre, on peut assurer le suivi, les renouvellements, des choses comme ça à distance. Ce que ça l'a aidé de notre côté, par contre, c'est qu'avant, le Collège des médecins au Québec était totalement opposé à la télémédecine pour le cannabis. Ils voulaient rien savoir. Puis que là, c'est rendu, c'est bien vu. Faites de la télémédecine pour le cannabis, pour n'importe quoi, il n'y a plus de problème, même par téléphone. Fait que je te dirais que pour ça, ça a beaucoup, beaucoup assoupli les règles du collège. Autre chose, on s'est rendu compte que le cannabis, ils ont bien beau dire ce qu'ils veulent, il y a du monde en tabarouette qui en consomme au Québec pour tout plein de raisons, que ça soit médical, que ça soit récréatif. Fait que, ça a comme changé un petit peu la donne en disant le cannabis est rendu un service essentiel. Fait que ça a peut-être un petit peu changé la vision des choses des gens. Puis aussi, l'autre chose, c'est que depuis des années, nous, on essaye d'avoir du crédit, de pouvoir emprunter. Dès que c'est cannabis, ils ne veulent rien savoir. Quand même bien qu'on est une entreprise de service, qu'on guide les gens, qu'on dépense des fortunes pour former des médecins, pas moyen d'avoir aucun financement d'une banque ou de choses comme ça. Ben là, avec le prêt d'urgence fédérale, ça nous a donné accès au crédit. Fait que je te dirais, on essaye de voir ça positivement. C'est sûr, c'est pas des gros montants, mais c'est la première fois que ça débloque. Fait que de ce côté-là, je te dirais, ça a comme montré que le cannabis, c'est peut-être mal vu, il y a peut-être encore là, une barrière point de vue social, mais que quand même, ça fait partie de notre vie, puis ça va prendre de plus en plus de place. Puis aussi, là, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont, nous, on a juste regardé les chiffres, les appels des gens, être confinés à la maison. Ça a causé beaucoup de problèmes pour beaucoup de gens, d'anxiété, d'insomnie, de stress, ainsi de suite. Il y en a beaucoup qui sont tournés vers le cannabis. Fait que je te dirais, pour l'efficacité de nos services, on en a pris un petit coup, mais on est en train de se repositionner pour vraiment être efficace 100% en ligne. Parce qu'avant, ce qu'on voulait, c'est justement faire venir les gens au bureau, se démarquer des cliniques ontariennes, des cliniques de l'Ouest qui font tout à distance. Mais là, ça nous a permis, nous aussi, de s'en aller dans cette avenue-là. Fait que quand la situation va revenir un peu plus à normale, on va quand même avoir les rendez-vous en vrai, mais c'est mieux vu de le faire à distance. Donc, ça nous a un petit peu aidé de ce point de vue-là. Puis justement, si je parle de la distance, là, d'essayer de tout faire virtuellement, puis tout ça, là, pour les trois, comment ça s'est passé, vraiment, l'adaptation au virtuel? Est-ce que vous avez plus de difficultés si justement vous avez des clients ou des patients qui, eux, sont pas vraiment à l'aise avec l'Internet? Est-ce que vous avez eu à rencontrer ce genre de situation-là ou si ça s'est bien passé dans l'ensemble? Je sais pas si quelqu'un voulait commencer là-dessus. Je vais me lancer. Moi, de mon côté, sincèrement, ça m'a convaincu que le télétravail, je pense que c'est l'avenir. Je pense que là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui ont réalisé que le télétravail, c'était pas si compliqué que ça au final. Moi, de mon côté, ça n'a pas changé grand-chose, à part, bien entendu, tout le report au niveau des visites de chantier, ces choses-là, d'aller visiter les clients dans leurs usines. C'est sûr que là-dessus, c'est un peu plus compliqué, mais un peu comme on l'a fait dans nos Facebook Live, on est quand même capable d'avoir un bon visuel sur les entreprises de nos clients, même à distance. Fait que, ça se gère relativement bien. À date, j'ai pas personne qui s'est dit Zoom, c'est trop compliqué ou Google Hangout, c'est trop compliqué. Là, à date, pour vrai, ça va quand même bien là-dessus. Puis est-ce que vous croyez que c'est vraiment une nouvelle situation à quoi il va falloir s'adapter à long terme pour continuer à garder les activités en ligne de la sorte ou est-ce que vous prévoyez personnellement de recommencer vos activités plus comme avant, adaptées évidemment, dès que ça va être possible? Gabriel, c'est quoi que tu voulais? Ouais, ben, en fait, pour répondre à ta question, ben, de mon côté, mon bureau est déjà à la maison. Donc, je vais dire qu'en termes de quarantaine, confinement, je fais partie des gens que leur mode de vie, disons, professionnel est moins affecté que certains. Donc, du coup, j'avais déjà, ça fait plus d'un an, même un an et demi là, que je travaille dans mon bureau à la maison. Vraiment, ce que ça change, en tout cas, pour mon expérience, c'est vraiment, j'ai des certaines visites, c'est des rencontres que je ne pouvais pas faire. Il y en a que on fait le mieux, mais à un moment donné, des fois, tu atteins, par exemple, on fait des démarches, puis on arrive à dire, ben, est-ce que ce site-là est conforme, pourrait répondre à ça? Mais là, tu n'as pas le choix, il faut que tu ailles sur place. T'sais. Mais autrement, bon, moi, je vais continuer à opérer comme ça. J'ai eu peu d'impact là, par rapport le fait d'être, mettons, confiné, faire du télétravail, c'était déjà ma façon de fonctionner. OK, génial. Puis Marc-André, tu mentionnais tantôt que vous comptez un peu répartir les deux ensemble, faire une part entre le virtuel puis les consultations en personne également dans le futur.
Ben, c'est ça. Nous, on était déjà pas mal 50-50. C'est-à-dire 50% de la clientèle sur place, 50% à distance. Là, c'est sûr qu'on est tombé 100% à distance pour le moment. On va sûrement recommencer à prendre des gens éventuellement en vrai dans les prochaines semaines, mais on va prôner vraiment là, de le faire à distance. Par contre, tout ce qu'on a des problèmes, c'est qu'on a beaucoup de personnes âgées, nous, comme clientèle. Souvent, il y en a qui sont en résidence, qui sont confinés. Avant, même s'ils étaient à distance, il y avait un fils, une fille, petit-neveu ou de quoi qui allait les aider souvent quand ils étaient à domicile. Là, ces gens-là peuvent pas être en contact avec les autres. Fait que je dirais c'est difficile pour les gens âgés, les gens qui sont vraiment confinés, qui n'ont pas accès à l'ordinateur ou qui comprennent pas beaucoup comment ça marche. Par contre, on peut les guider comme on peut par téléphone. Et je te dirais, c'est ça, c'est plus pour les personnes âgées, puis aussi pour la collecte de documents. Tu sais, des fois, on a besoin de tel papier, là, la personne n'a pas de scan ou de fax à la maison. Je te dirais, c'est pour collecter la documentation, des fois, que c'est compliqué avec certaines personnes, mais regarde, on s'adapte comme on peut. Ça devrait revenir à normal là, au cours des prochaines semaines. On l'espère effectivement. Ben, Là, si je peux me permettre de donner un petit comparatif avec ce qu'on fait, nous, avec Can Empire. Donc, comme je disais tantôt, on est vraiment plus dans le divertissement et le premier projet qu'on avait lancé, c'était vraiment un événement. Donc, c'est sûr qu'on est dans un des pires domaines, je dirais, en ce moment pour le projet qu'on a lancé. Donc, on est un peu en stand-by en ce moment, bien qu'on a repoussé l'événement. C'est toujours de voir comment ça va se dérouler dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et même années, parce que on n'a aucune idée de vers où ça va évoluer. Donc là, nous, on a décidé vraiment de se revirer de bord puis d'aller complètement ailleurs comparativement à ce qu'on fait d'habitude. On s'est mis à produire des masques à base de chanvre, donc pour nous occuper actuellement, pour pouvoir faire notre part en même temps, puis parce que ça allait être assez tranquille concernant l'événement dans les prochaines semaines, que même principalement, si c'est pas directement nous qui ne pouvons pas continuer à travailler, c'est tous nos partenaires qui sont pas nécessairement à la même vitesse que d'habitude, qui ralentit beaucoup le processus. Donc, on essaie de se renouveler comme on peut, chacun de notre côté. Mais je voulais savoir si vous avez une recommandation à du monde qui nous écouterait en ce moment, des entreprises qui sont peut-être dans le même secteur que vous, dans d'autres secteurs, votre recommandation de comment se renouveler ou de ce qu'il faut faire dans l'après-COVID et comment réagir actuellement. Si quelqu'un voulait commencer là-dessus. Je me lance. C'est vraiment une bonne question. C'est vraiment intéressant parce que, effectivement, il y a moyen de se renouveler là-dedans. Puis je pense que ça passe beaucoup, beaucoup, beaucoup par la technologie. Il y a un paquet de meetings qu'on peut éviter des déplacements. Je pense que l'idée de la poignée de main là, pour concrétiser un deal ou un meeting ou se laisser sur un meeting. Je pense que l'évolution de la poignée de main doit être prise en considération. Puis je pense que ça va changer beaucoup de choses. Fait que je pense qu'il faut que les producteurs, mais je pense que c'est valable pour n'importe quel PME aussi, il faut se rentrer dans la tête que la poignée de main, c'est plus nécessairement la manière de faire les choses aujourd'hui. Puis tu sais, c'est vraiment un clash avec ce qu'on a toujours vécu. Je veux dire, une bonne vieille poignée de main, ça a toujours été le signe. Mais je pense que la chose à garder en tête, c'est qu'il faut se renouveler. Il ne faut pas avoir peur d'essayer des moyens technologiques. Là. Zoom a pris un 1000% d'achalandage en l'espace de quelques semaines. Puis il y a des gens qui n'avaient jamais touché à ça de leur vie. Je vais faire un peu de comparatif avec le domaine juridique. Je ne suis pas vraiment un plaideur, là, je suis vraiment plus dans la consultation, mais ce qu'on constate, c'est que les palais de justice vont avoir un méchant problème tantôt quand ça va être le temps de réouvrir parce qu'ils n'ont pas vu venir ce problème-là. En fait, les avocats en parlent depuis des années, les barreaux en parlent depuis des années de transformer la justice en justice 2.0 en ligne, mais ça ne s'est jamais fait. Je pense que si on transpose un peu dans l'économie ordinaire, faut que les gens s'adaptent, il faut changer nos méthodes. Dans le cannabis, je pense que c'est la même chose. Les trade shows qu'il va avoir, ça va peut-être être complètement différent. Je pense qu'il peut y avoir un marché en ligne très, très stimulant. Il y a beaucoup de ventes déjà qui se font par Internet. Je pense que c'est juste appelé à devenir plus gros, tout simplement. Bonjour, Dani. Désolé pour ça. Il n'y a pas de problème. Donc, on pourrait continuer avec toi avant de passer à la prochaine question. Justement, on faisait le tour un peu pour regarder comment on a réagi chacun avec nos entreprises avec la crise de la COVID. Donc, si tu veux nous parler un peu comment ça s'est passé pour la feuille verte ou vos différentes marques, comment vous vous êtes renouvelés également, qu'est-ce que vous avez fait pour survivre à cette crise? Ouais, good, c'est allé très vite. Salut les boys en passant. Donc, en fait, qui est là présentement? Il y a Max. Yes. Donc, il y a Maxime Guérin, Gabriel Bélanger puis Marc-André Brissette. On enregistre pour aussi le publier dans le groupe Facebook de l'industrie du cannabis demain.
Hey, OK, good. Hey, ben, salut, gang. Je suis bien content de vous retrouver. Désolé, ça allait trop vite en arrière dans l'usine. Fait que j'étais un petit peu en retard sur les affaires qui arrivent. Écoute, Awa, pour répondre à ta question, tout d'abord, merci de l'invitation aussi. Donc, nous, évidemment, la feuille verte, là, on a réagi très vite à la mi-mars. On a dû mettre à pied là, un bon nombre, mais à pied temporaire, évidemment, un bon nombre de notre équipe. En fait, une chose qu'on savait, c'est qu'on savait pas comment que ça allait se passer, cette crise-là. Donc, on a dû protéger là, la feuille verte. Puis finalement, de notre côté, la crise va avoir été un defining moment, en fait, à la feuille verte. On a réussi à tirer très bien notre épingle du jeu en étant créatif et opportuniste en même temps. Donc, on a pu évidemment rester ouvert étant donné notre secteur agroalimentaire, agricole. Donc, avec une petite équipe, on a réussi là, à s'occuper très bien de nos plateformes numériques, mais également de nos centaines de détaillants québécois, là, les pharmacies, les épiceries qui distribuent déjà nos produits à base de change, les marchands, Crocs, Maison d'Herbe comme Campion. Donc, de fil en aiguille, on a été approuvé aussi par Santé Canada pour mettre sur le marché un désinfectant pour les mains de marque Maison d'Herbe. Donc, Santé Canada a activé là, notre demande de licence. On avait déjà une salle qui était en cours de licenciement pour fabriquer les produits chanvre. Donc, en une semaine, on a eu la licence, on a mis les désinfectants pour les mains sur le marché. Après ça, on a fait un partnership avec les YMCA du Québec, puis on a fait imprimer une planète très, très rapidement, là, ça va bien aller. Donc, à travers tout ça, il y a eu de l'attraction, les ventes en ligne ont explosé. Donc, ça a été un peu ça, le defining moment du côté de la période. Donc, on a, à travers tout ça, descendu nos dépenses d'opération, puis les revenus ont été à la hausse. Donc, pour le moment, dans notre cas, business side of it, là, on n'a pas un mot à dire. Évidemment, cette crise-là va nous affecter tous en tant que citoyens au cours des mois, des années à venir. Ça va être quelque chose qui va être très, très complexe. Ça va coûter très cher. Je pense qu'on va tous devoir y mettre de l'effort. Puis évidemment, cette crise-là, probablement pour notre industrie, va avoir été un moment décisif en même temps, parce que je pense que l'environnement, l'écologie, la santé, le bien-être va faire partie de plus en plus du futur. Donc, on est dans la bonne industrie, on est très content de l'être. Puis voilà. Merci beaucoup. Puis justement, si je veux parler, vas-y. Oui, j'aurais une question, moi, pour Dani. Écoute, si ça ne dérange pas trop. Dani, tu disais que dans le fond, tes ventes en ligne ont explosé. Là. Ta chaîne d'approvisionnement, étais-tu comme prêt à faire face à une demande ou il a fallu que tu te vires sur un 30 sous puis ton shipping, tes affaires, tu changes ça de base? J'imagine que ça a été quand même un bon défi. Là. C'était un super gros défi. Là. Tu sais, ça commençait à 4 heures le matin, puis ça finissait tard le soir, puis le samedi, on travaillait. Fait qu'on s'est vraiment serré les coudes. Là. Tu sais, nous autres, avec la garde rapprochée, on est, tu sais, j'ai 4 personnes alentour de moi qui sont là depuis le début là, de la question de la feuille verte en 2017. On s'est vraiment serré les coudes avec une petite équipe à l'arrière. Mais évidemment, pour répondre à ta question, on était prêts pour le printemps. Donc, les entrepôts étaient déjà pleins. On avait préparé, là, on s'en allait dans des salons manger santé. Nous, on avait 3 salons manger santé. On était prêts à aller recevoir là, une grosse cadence au niveau des ventes. Toutes nos pharmacies, Brunet, Family Prix, Proxène, Uniprix, c'est les salons d'achat. Donc, tu sais, c'était tous les pré-bookings pour déjà le temps des fêtes de l'année passée. Donc, on était vraiment préparés à ça. Donc, évidemment, on a descendu l'inventaire, mais on a réussi là, à se débrouiller et puis à pas avoir de méga glitch, puis à servir nos clients là, en dedans de 5 à 10 jours là, dans la majorité de ceux-là. Cool, très, très cool. Oui, François Lambert, maintenant, c'est produit sur cette plateforme françoislambert.one. Puis écoute, c'est assez spectaculaire les ventes qu'il fait. Là. Même nous autres, on est surpris. Là. Il a tombé rapidement dans le top 10 là, dans un court laps de temps des clients qui commandaient répétitif. Fait que c'est assez impressionnant. En fait, le numérique prend beaucoup de place. Puis évidemment, il y a beaucoup de personnes, là, peut-être même plus âgées, qui ont découvert l'achat en ligne. Puis à mon avis, ça va tranquillement gagner en termes de méthode de consommation. Donc, on est bien heureux d'avoir investi massivement, nous, depuis 2 ans, à travers les plateformes maisondep.com, etc.
Donc, on a une équipe numérique là, qui fait un bon travail avec les designers, les programmeurs. Donc, on est ultra satisfait là, de tout ça, business. Si on parle au sens plus large, je voudrais vous entendre chacun votre tour sur ce sujet-là. On sait que le gouvernement provincial est un peu réticent face au cannabis au Québec. Puis, je voulais savoir comment vous pensez que l'approche gouvernementale va évoluer dans les prochaines années par rapport au cannabis. Est-ce que ça va changer selon vous? Est-ce que ça va faire partie d'un plan de relance de l'économie du Québec? Gabriel, si tu veux commencer là-dessus. Est-ce que ça va changer? Il va sûrement avoir des changements, mais je pense pas que c'est dans le cannabis que les changements majeurs au Québec vont se passer. Tu sais. On a eu, à mon avis, pas mal plus on a beaucoup plus ouvert les yeux sur le côté sécurité alimentaire. Fait que s'il y a un côté, il va y avoir des changements au niveau de l'agriculture, horticulture. Tu sais, je pense que c'est vraiment de ce côté-là que ça va se faire. Et on a quand même passé le cannabis de illégal à essentiel en peu de temps. Ceci étant dit, les producteurs de cannabis qui sont des services essentiels, au départ, cadraient dans à peu près aucun programme. On parle fédéral Québec, là. Puis ensuite, ça a été de dire, bon, ben OK, on va vous admettre, mais finalement, j'en connais pas encore beaucoup qui ont réussi à se trouver dans quels critères fitter, même s'ils pouvaient. Puis même récemment, moi, j'ai travaillé avec quelques producteurs. Il y a un programme qui est sorti, c'est le PACME. C'est un programme, ils ont 100 millions de dollars en enveloppe, puis c'est pour donner de la formation pour aider les gens à retourner au travail. Puis, fait que le gouvernement paye 100% des dépenses de formation. Fait que, il y a certains travaux qui peuvent être faits, mettons, pendant que la construction est arrêtée, de dire, regarde, on va former nos employés. On a des exigences réglementaires que, par exemple, les employés qui doivent travailler sur des procédures doivent être formés sur ces procédures-là. Donc, on a monté des dossiers où verbalement, ça cadrait, mais finalement, quand ça passe dans le comité, on s'est fait dire ça a été refusé parce que oui, la compagnie, c'est une compagnie de cannabis. Oui, ça fait 3 ans qu'elle roule, qu'il y a des gens qui sont salariés, qui roulent sur la construction, mais le fameux permis, il n'est pas là. Fait que finalement, non. T'sais. Fait que compagnie de cannabis, finalement, tu cadres, mais il faut que tu aies ton permis. T'sais. Si tu es juste en processus de, finalement, tu n'es quand même pas admissible. Fait que, en tout cas, ça a été nos constatations. Fait qu'il y a eu beaucoup de déceptions là, dans la dernière semaine avec des gens qui ont vraiment travaillé fort à essayer de trouver dans quoi ils pouvaient cadrer. Finalement, j'ai vu vraiment des gens qui ont essuyé des refus. Là. Fait que dans mon expérience là, récemment, c'est plus ça. Est-ce que comment ça va changer? C'est ça, je pense qu'il va y avoir des changements un petit peu, c'est sûr, ça va évoluer, mais les changements majeurs suite, genre post-COVID du Québec, à mon avis, ils vont aller vraiment avec l'alimentaire, avec plein d'autres choses, mais ça ne sera pas le cannabis la priorité. C'est ce que je pense. Parfait. De ton côté, Marc-André, est-ce que tu penses qu'il va y avoir une évolution positive ou plutôt négative par rapport à l'approche gouvernementale dans l'industrie du cannabis? Ben, moi, j'espère qu'il va y en avoir une parce que, personnellement parlant, je trouve qu'il y a des choses qui sont très contradictoires là, dans les mesures gouvernementales par rapport au cannabis, qu'il y en a beaucoup qui se lancent la balle aussi. On va juste faire un exemple de la SQDC qui sont supposés s'occuper seulement du récréatif, mais que tu vas faire la file. Tu sais, moi, l'autre jour, je voulais juste un produit qui venait de sortir à SQDC. Il y a du monde en quadriporteur, en chaise roulante, en béquille, il y avait à peu près 100 personnes en file. Mais après ça, ces gens-là ne seront pas guidés, ne se feront pas expliquer, puis c'est clairement du cannabis médical. Après ça, on parle au ministère de la Santé et des Services sociaux, puis ils s'enlignent plus sur des campagnes de peur, des affaires avec les cheveux de couleur, les langues de caméléon. À place de partager de l'information vraiment pertinente, disons que le CBD en huile n'est pas compatible avec du coumadin, un anticoagulant, ou, tout plein de choses comme ça qui prennent pour acquis que les gens qui ont 21 ans et plus sont supposés le savoir. Je trouve qu'il y a un gros manque au point de vue de l'éducation, des interactions, des bienfaits aussi quand on l'intègre dans l'alimentation. Des choses comme ça. J'espère que ça va évoluer parce que personnellement, je trouve que présentement, d'un côté, on le vend à tout le monde qui a 21 ans et plus,
à SQDC sans poser plus de questions que l'âge. Puis quand c'est le temps d'en parler, de partager, on se fait bloquer partout sur les réseaux sociaux. On peut pas faire de publicité, on peut pas avoir de logo avec une feuille de pote, on peut pas acheter de gilet. Tandis qu'en Ontario, dans les autres provinces, c'est totalement différent. Pourquoi? Moi, je trouve que c'est un peu nous infantiliser au Québec, ce que le gouvernement a fait. J'espère que ça va changer pour vraiment nous éduquer, nous apprendre, puis qu'après ça, les gens soient libres de faire leur propre choix. Moi, c'est vraiment sur ça que j'espère que ça va s'enligner. On va voir combien de temps ça va prendre. Mais personnellement, je trouve qu'il y a des grosses lacunes au point de vue gouvernemental. Puis c'est des décisions qui ont été prises à ce niveau-là sans vraiment penser au bien-être des gens. C'est vraiment plus une image de société qu'on veut représenter. Dire, on n'est pas une gang de potèdes, mais tabarouette, va voir les fils que SQDC. On est une province de potèdes. On ne se cachera pas. Fait que, garde, c'est là, moi, que j'ai un problème, puis que j'espère que ça va évoluer. Non? Je suis curieuse d'entendre, Maxime, là-dessus, côté légal, justement, si tu crois que dans les prochaines années, on va voir un assouplissement du côté des lois reliées au cannabis, justement, peut-être pour utiliser le cannabis dans la relance économique ou pour une toute autre raison. Ben, oui, puis tu sais, je porte 3 chapeaux. Je vais porter le chapeau du militant, le chapeau du conseiller légal, puis le chapeau du producteur. Mon éditorial, écoute, j'enlève mes autres chapeaux, puis moi, je comprends pas au Québec qu'est-ce qui s'est passé, et pourquoi on est aussi conservateur, puis qu'on a besoin d'être si distinct par rapport au reste du Canada, avec l'interdiction des 4 plans que je vais aller gagner dans quelques, disons, années. Après ça, l'histoire du 21 ans. Bref, il y a un marché du cannabis au Québec qui est censé, qui existe, un marché noir qui est très abondant. Le marché légal, on dirait qu'on y va à reculons. Malheureusement, la SQDC est pleine de bonnes intentions. Là, je connais des gens qui sont quand même bien placés là-bas, là, mon ex-associé, entre autres. Puis, la SQDC est pleine de bonne volonté, mais tout ce qu'elle fait dépend du politique. Donc, c'est vraiment au niveau politique qu'il va falloir que ça change. Mon côté éditorial se pose beaucoup de questions à savoir pourquoi est-ce qu'il faut qu'on fasse tout ça de manière distincte. Puis je rejoins Marc-André là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on ne nous permet pas de faire nos propres choix? Tu sais, le seul fait qu'il n'y ait pas de vapoteuse d'accessible au Québec puis qu'il y en a partout ailleurs au Canada, ben, ça n'en dit long. Là. Fait que, je pense que ça, c'est un point. Au niveau légal, la loi québécoise est très restrictive. Par contre, elle est restrictive vraiment au niveau de la publicité et de ce que tu as le droit de faire avec ton cannabis. Fait que là-dessus, il y a place à amélioration à plus finir. Là. Je veux dire, si on reprenait le modèle fédéral, qui est déjà très contraignant, puis qu'on l'appliquait à Aziz au Québec, je pense qu'on aurait déjà un bon bout de fait. Puis, je mets mon chapeau de producteur. Ben, comme producteur au Québec, c'est difficile de faire quoi que ce soit au niveau de la marque. On essaie de toujours jouer sur 2 tableaux puis d'être un peu subtil dans ce qu'on fait, alors que quand on va sur les pages Facebook, réseaux sociaux des autres producteurs qui ne sont pas du Québec, ben, c'est beaucoup plus lousse. Fait qu'on est vraiment... Moi, je trouve qu'on est l'enfant pauvre du cannabis au Canada. Puis, tu sais, le gouvernement Legault est vraiment pas là pour nous aider dans cette industrie-là, mais il y a des portes qui s'ouvrent tranquillement. Tu sais, juste le fait d'avoir accès au compte d'urgence pour les producteurs quand tu as ta licence, c'est déjà un début. Comme Gabriel l'a dit, malheureusement, tu n'as pas accès à tout quand tu n'as pas ta licence. Mais si tu as des opérations en arrière, tu peux faire de quoi. Fait que, tu sais, tranquillement, pas vite, ça va changer, mais je pense qu'il ne faut pas trop compter sur un gouvernement de la CAQ pour avoir des changements dans le cannabis. Puis honnêtement, je ne sais pas où est-ce que ça va aller, mais je pense pas que ça peut être plus serré que ce que ça l'est actuellement. Je pense qu'il y a juste lieu à desserrer, puis c'est de voir qu'est-ce qui va se passer. Puis je pense qu'il faut être conscient qu'il faut avoir un horizon 5-10 ans dans le cannabis au Québec. Puis moi, en conclusion, là, ce que je trouve le plus triste là-dedans, c'est que l'intention du législateur fédéral, c'est d'éradiquer le marché noir, de protéger les jeunes. Puis au Québec, moi, personnellement, je pense qu'on va carrément à l'encontre de ce que le législateur fédéral voulait, c'est-à-dire éradiquer le marché noir. Comment est-ce qu'on veut éradiquer le marché noir si on n'a pas... on n'a pas une offre de service, une offre de produit qui est suffisante. Puis de l'autre côté, on veut protéger les jeunes, mais on dit aux jeunes de 18 à 21 ans d'aller acheter de leur cannabis sur le marché noir, autrement dit. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de place à amélioration. Super. Puis, Dani, je suis curieuse de t'entendre là-dessus pour savoir, vous, par rapport aux mesures d'aide du gouvernement, est-ce que vous avez réussi à avoir de l'aide du gouvernement pour vos différents projets ou est-ce que vous avez tout fait ça seul de votre côté? Comment ça s'est passé pour vous avec la FEVER?
Bien évidemment, Marie-Ève et moi, notre introduction dans l'industrie, là, c'est fait en 2013 avec Vert Médical. Donc, à travers toutes ces années-là, on a travaillé pour différentes sociétés, puis on a essayé beaucoup de trucs, on a essayé beaucoup de choses, on a rencontré beaucoup de gens au niveau des assurances, des banquiers, etc. Donc, tranquillement, quand on a fait l'acquisition de la feuille verte, notre modèle d'affaires était vraiment d'aller vers une industrie qui était sans THC. Donc, on est là-dedans avec la feuille verte, hein, c'est des produits bienveillants, santé, etc. Donc, de notre côté, je dirais que oui, au niveau du THC, là, le gouvernement du Québec a été vraiment conservateur, comme les gars ils disent. C'est ça, c'est un fait. Donc, de notre côté, on a une position qui est différente. Hein. On travaille avec la graine de chanvre, on cultive le chanvre industriel pour le CBD. Donc, éventuellement, on va avoir des produits qui vont se retrouver vers la nouvelle loi de produits naturels à base de cannabis. Donc, c'est très complexe. Plutôt que tu joues avec la molécule THC, puis que là, les banquiers, les assureurs, etc., c'est tabou encore énormément. Ça fait peur à tous. Donc, présentement, là, on est dans un autre petit chemin là, qu'on réussit à faire du commerce, à rentrer nos produits là, de marque dans des épiceries, dans des pharmacies. Donc, mais écoute, c'est pas facile là, au Québec, justement, encore, c'est complexe au niveau du gouvernement Legault. Puis, tu sais, d'avoir augmenté ça, évidemment, là, à 21 ans, mais ça fait peur aux gens, ça fait peur aux vieux. Tu sais, quand on envoie ce message-là, on se dit, bien, tu sais, c'est vraiment pas bon pour la santé. Donc, je pense que le ministre, clairement, s'est fait challenger à une reprise là-dessus. Ils n'ont jamais voulu bouger, ils n'ont pas vraiment voulu écouter. Donc, nous, là, avec l'entreprise, on essaie de s'adapter à ça. Je pense qu'ils prennent un move, là, start slow and go slow. Donc, il faut être créatif. On va essayer de tirer notre épingle du jeu, là, puis réussir à se positionner dans ce marché-là qui est très prometteur. Définitivement. Puis on en a parlé rapidement tantôt avec Gabriel, entre autres, là, on parlait des nouvelles entreprises ou les gens qui prévoyaient d'entrer dans l'industrie du cannabis sous peu. Est-ce que vous pensez que ça vient de complètement tuer le momentum pour démarrer dans l'industrie du cannabis ou est-ce que vous pensez qu'il va encore avoir des belles opportunités dans les prochaines années? Je sais pas si quelqu'un voulait commencer là-dessus. Je vais me lancer. Écoute, il y a vraiment deux types de gens là-dedans maintenant. Puis, je dis maintenant, mais on l'a pas vu, on l'a pas vécu tellement longtemps non plus. Mais moi, j'ai deux types de réactions. J'ai des gens qui me disent, ben moi, mon investissement vient de tomber à l'eau, puis je ne touche plus à ça. Puis de l'autre côté, j'ai des gens, puis je vous dirais que c'est beaucoup des fermiers, là, beaucoup des agriculteurs qui disent, ben moi, c'est là que j'y vais. C'est un peu, puis je pense que c'est un peu précurseur à tout ce qui va se passer dans l'économie. C'est qu'il y a des gens qui vont tomber de haut, puis de l'autre côté, ben, il y a des gens qui vont profiter du marasme économique qui va suivre pour monter leur projet très tranquillement, puis de le monter de manière raisonnable. Puis moi, ça fait longtemps que dans cette industrie-là, je dis qu'il y a plus d'avenir. Il y en a déjà eu un, là, mais il n'y a plus d'avenir pour les très, très gros joueurs. Il faut focusser vers le plus petit. Puis je pense que une crise économique comme il va s'en suivre, je pense que ça va être un bon facteur qui va finir par me donner raison, j'ai l'impression, parce que je pense que c'est ça que ça va faire, c'est que les gens qui avaient des gros projets vont les recentraliser. Ceux qui avaient des projets qui ont perdu leur investissement, ben, ça vient de mettre le clou dans le cercueil, ou ceux qui hésitaient, ça a mis le clou dans le cercueil. Puis de l'autre côté, ceux qui avaient les reins assez solides puis qui voulaient se lancer, ben, il y en a qui vont être motivés par le fait que ça a été déclaré service essentiel. Par le fait aussi que les ventes ont explosé. Donc, c'est sûr que ça a créé deux phénomènes. Les gens qui se sont tassés puis qui finalement laissent tomber leur projet. Puis de l'autre côté, les gens qui voient ça comme l'étincelle qui manquait pour partir. Puis je vous dirais qu'à date, j'ai plus de gens qui voient ça comme une étincelle pour partir, mais partir tranquillement, que des gens qui voient ça comme étant c'est le clou dans le cercueil. De ton côté, Marc-André, pour toucher un autre domaine, peut-être qu'à la production, est-ce que tu crois, toi, personnellement, que c'est un bon moment pour se lancer dans l'industrie ou si tu vois des difficultés majeures qui vont avoir pour les nouvelles entreprises et les plus petites qui viennent juste de démarrer?
Mais je te dirais, pour des réseaux de cliniques, des choses comme ça, c'est sûr qu'il y a encore énormément de place au Québec. Que les patients médicaux sont encore peu nombreux au Québec. Puis les médicaux avec prescription, on parle d'environ 17-18 000 présentement. Si on fait juste comparer là, au prorata de la population avec l'Ontario ou ben non l'Alberta, on serait supposé d'avoir un 60-70 000 prescriptions en ce moment. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire de ce côté-là. Ce que je dirais aussi, c'est que je rejoins Max aussi là-dessus sur ce qu'il a dit. Les petits producteurs, c'est sûr que ça va être plusieurs petits projets. Je pense que les gros joueurs sont déjà bien en place et que ça va être dur de tasser les autres. Mais par contre, une association, si on se tient les coudes au Québec, que tous les petits joueurs qui veulent participer, qu'on rentre dans le même sens, qu'on essaye de faire bouger les choses, moi, je pense qu'il y a un avenir au Québec, qu'il y a un avenir pour les produits québécois, parce que présentement, presque tous les produits de cannabis disponibles, je parle des produits de THC, CBD, là, pas les produits de Dani, que j'adore, soit dit en passant, mais que c'est pas mal produit en Ontario, en Colombie-Britannique, ailleurs qu'au Québec. Éventuellement, il va falloir faire une place pour les gens de l'industrie au Québec, puis qu'on se tienne pour pas se laisser manger par les autres, que ce soit dans le domaine des cliniques, de la production, de la consultation. Il va falloir qu'on se serre les coudes tout le monde, quant à moi, parce qu'on est en retard par rapport au reste du pays. Puis si on ne reprend pas ce retard-là, qu'on ne se tient pas, bien, ça va être rendu l'industrie québécoise du cannabis va être gérée par l'Ontario, par la Colombie-Britannique en majorité. Ce ne sera pas nous qui aura le gros bout du bâton chez nous. Moi, c'est plus comme ça que je vois ça. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter. Oui, j'ajouterais quelque chose. Je trouve ça, je suis assez en accord avec plusieurs points, mais en supplément, là, il y a une question aussi de type d'entreprise versus timing. Si on parle cannabis, que tu peux cultiver intérieur versus extérieur, qu'on ajoute le chanvre là-dedans, qu'on parle de culture chanvre de sel qui se fait à l'extérieur, ben, mettons, tu regardes en coût pour obtenir un permis cannabis extérieur, c'est sûr que ça revient là, typiquement moins cher, puis le change, tu peux le faire dehors, mais un facteur saisonnier. Quelqu'un qui se dit, ben moi, j'aimerais ça me lancer, puis de le faire en culture extérieure, ben, faut faut que tu te planifies pour être capable de cultiver pour la saison prochaine, sinon c'est l'autre année d'après que tu vas pouvoir le faire là, en 2022. Là. Fait que ça serait là, le petit hint là, que je donnerais, là, les gens qui veulent faire ça, planifiez à l'avance. Si vous voulez cultiver à l'intérieur, ben là, vous êtes un peu plus flexible, étant donné que vous êtes un petit peu plus indépendant des symptômes. Je pense que ces temps-ci, c'est beaucoup des gens avec qui je parle qui sont zonés agricoles, qui pensent justement au chanvre, au cannabis, tout ça. Mais moi, je serais intéressé d'entendre peut-être Dani, là, justement, sur la culture de chanvre. Là. Qu'est-ce qu'il lui en pense de ça, spécifiquement pour le chanvre? Dani, je ne sais pas si tu voulais compléter là-dessus. Ben oui, je peux compléter là-dessus. Mais en fait, oui, des opportunités, il y en a. C'est faut réfléchir comme il faut, parce qu'on sait, hein, avec cette plante-là, on peut faire 25 000 différents produits. Il y a des centaines et des centaines de molécules. Donc, je pense que dans 10 ans d'ici, dans 20 ans d'ici, là, on va être rendu ailleurs. Donc, je pense que pour les gens qui veulent se lancer dans l'industrie, c'est vraiment d'avoir une bonne réflexion, puis de dire où est-ce que je veux aller dans toute la chaîne au complet de la graine jusqu'au produit fini. Parce que, il y a beaucoup de grosses compagnies comme notre ami Maxime le mentionnait tantôt, hein, qui ont essayé d'aller partout. À un moment donné, c'est facile de perdre le focus, puis c'est facile d'être un peu pas super bon dans rien. Donc, je conseille là, aux gens qui ont une passion grandissante, qui ont un intérêt à relever un défi dans cette industrie-là, c'est de prendre le temps là, de s'asseoir et de réfléchir avec les partenaires, avec soi-même, pour décider c'est où ce qu'on veut aller. Donc, ça, c'est le premier point. Pour répondre au temps et à la culture, ben, nous, évidemment, là, on cultive le chanvre depuis 2016. Ça a été notre première plantation. On a essayé plusieurs cultivars depuis ce temps-là. On a appris beaucoup. Mâle, femelle, pollen, avec graines, sans graines. Donc, nous, évidemment, pour le moment, tous nos produits sont faits à base d'huile de graines de chanvre qui sont cultivés par des cultivateurs biologiques du Québec. Donc, nous, on achète les graines. Ça, c'est les produits, on va appeler les produits de la feuille verte 1.0. Donc, c'est les produits à base de graines. Évidemment, il y a les produits 2.0 qui s'en viennent. On sait que la feuille verte a mis la main sur une licence de recherche et développement sur le cannabis qui est valide pour 5 ans.
en partenariat avec une université québécoise. Donc, évidemment, il va y avoir de l'innovation, du développement de produits. Donc, on va mettre des produits éventuellement sur le marché là, à base de cannabinoïdes, terpènes, flavonoïdes, etc. Donc, ce que je peux conseiller aux cultivateurs, c'est encore là, c'est start slow and go slow. Parce que il y a beaucoup de cultivateurs au Canada qui ont cultivé le chanvre en 2019 en pensant de faire beaucoup de sous, d'avoir beaucoup de plaisir. Et finalement, les cultivateurs apprennent beaucoup cultiver pour le CBD. C'est d'autres techniques, c'est d'autres méthodologies. Donc, pour avoir un bon ratio de CBD, il faut trouver le bon cultivar, les bonnes semences dans le sac de semences, puis il faut enlever les morts latents. Il faut avoir un super bon processing au niveau post-récolte pour faire en sorte que les têtes florales sèchent comme il faut. Il faut trouver les bons acheteurs parce que, tu sais, le cultivateur, lui, il va amener le produit fini séché. Il va amener le produit séché en vrac. Mais après ça va être un autre partenaire qui va faire en sorte de poursuivre la chaîne de valeur pour peut-être mettre un produit fini sur le marché. Donc, c'est d'établir des bons partenariats en partant. C'est pas de rêver trop grand à l'an 1 parce qu'il y a beaucoup d'apprentissage. Tu sais, à l'an 1, il faut s'attendre de ne pas faire vraiment de rentabilité. Donc, il faut être prêt à ça au niveau financier, dans les prévisionnels. Donc, c'est quelque chose parce que, tu sais, de la graine jusqu'au produit fini, il y a plusieurs étapes. Puis, tu sais, les cultivateurs de chanvre industrielle, la réglementation est beaucoup moins lourde. On parle d'une réglementation de 15 à 20 pages. Tandis qu'un transformateur autorisé de cannabis, on parle d'une réglementation de 300 à 400 pages. Donc, évidemment, quand que le cultivateur de chanvre veut cueillir, récolter et vendre les têtes florales feuilles bractées, il doit vendre ça à un transformateur autorisé de cannabis canadien. Donc, pour être un fournisseur approuvé d'un transformateur autorisé de cannabis, il faut que le cahier de charge et les protocoles soient tous bien montés par rapport à tous les lots de chanvre floral que le cultivateur va vouloir vendre en vrac. Donc, il y a beaucoup de fermiers là, qui se sont fait refermer plein de portes parce que les protocoles, les procédures n'avaient pas été mis en place. Il y avait de la biomasse en quantité industrielle, mais les transformateurs autorisés n'en veulent pas vraiment. Ça prend beaucoup trop de place pour avoir du 1-2 de CBD, qu'il n'y a pas eu de protocole, il y a de la moisissure, ça passe pas les tests. Donc, tu sais, ça devient, le chanvre au Canada devient un produit, le chanvre tête florale, évidemment, pas la graine. Le chanvre tête florale devient un produit de cannabis au Canada. Aux États-Unis, le chanvre tête florale reste un produit chanvre. Donc, la réglementation est un petit peu différente. Mais ici, là, au Canada, avec, on sait, là, le règlement sur le cannabis est très sévère. Donc, si on veut cultiver le chanvre industriel pour ensuite le vendre à l'industrie du cannabis, il faut être fin prêt, puis il faut avoir fait tout le suivi là, de toute la plantation. Mais il y a une belle opportunité, puis au niveau justement de l'acceptabilité sociale, au niveau des assureurs, au niveau des banquiers, au niveau d'Investissement Québec, etc. Mais le ton est différent lorsqu'on on discute d'un produit là, qui est à faible teneur en THC. On s'entend un peu tous pour dire, peu importe nos secteurs, que les opportunités sont pas mortes dans l'industrie, mais qu'il va falloir être encore plus prudent, puis on a un défi de plus si on veut, avec tout ce qui vient de se passer, pour se lancer à partir de maintenant ou débuter dans cette industrie-là, peu importe le domaine dans lequel on est finalement. Là. Absolument. Je pense qu'il faut mettre keep your expectations low, là, puis start slow, go slow. Je pense que c'est vraiment ça la clé du succès. T'sais. Je connais des gens qui ont projeté leur prix de cannabis ou de chanvre industriel entre 4 et 8 $. Puis la réalité, c'est que les prix vont atteindre un plancher un jour. Puis on est dans le début, puis c'est pas parti pour augmenter les prix. Fait qu'il faut vraiment être raisonnable dans ce qu'on fait pour se lancer là-dedans. Là. Si je termine avec une dernière question, je vous laisserai quelques secondes chacun pour, en quelques mots, nous dire, vous, votre focus avec votre entreprise pour l'après-COVID, c'est quoi? Donc, dès que vous allez pouvoir reprendre plus normalement, si on veut, les opérations, votre focus va être vers quoi après cette crise-là? Qu'est-ce qu'on en retient? Si tu veux commencer, Marc-André, je te laisse faire. Je te dirais, nous, ça va être de se perfectionner pour être plus efficace, là, vraiment
être capable de prendre plus de patients à distance. C'est sûr qu'on va se repositionner pour prendre des gens à vrai, mais je pense que ça a amélioré l'acceptabilité de la télémédecine, de la consultation à distance pour protéger les gens, que ce soit le staff, que ce soit les patients. Fait qu'on va s'enligner, essayer de développer plus cette partie-là. Puis après ça aussi, ça va être vraiment d'axer sur la formation des professionnels de la santé, formation des médecins, essayer de faire changer un peu l'acceptabilité sociale, mais aussi l'acceptabilité du domaine médical. Alors, juste te donner un exemple, nous, on a eu une patiente l'autre jour, c'est son médecin de famille qui fait sa prescription, elle prend du cannabis, c'est une des seules choses qui l'aide pour ses douleurs. Par contre, le médecin spécialiste qui est supposé de l'opérer a refusé de l'opérer parce qu'elle prend du cannabis. Fait que je te dirais, ça cause un maudit problème. Là. Quand tu ne prendras plus de cannabis, on va t'opérer. Je te dirais, on a beaucoup de travail à ce sens-là. Essayer de faire changer l'opinion des médecins, l'acceptation sociale. Fait que c'est ça, nous, c'est vraiment là-dessus qu'on va s'enligner. Puis aussi essayer de développer nos services pour les vétérans, parce que nous, c'est une de nos grosses clientèles, les vétérans des Forces armées canadiennes. C'est des gens qui ont besoin d'aide. Puis aussi, avec la situation actuelle, que tout le monde vit du stress, de l'anxiété par rapport à ça. Donc, c'est des gens qui ont besoin d'aide. Fait que nous, ça va vraiment être sur ça qu'on s'enligne là, dans les mois à venir. Parfait. Gabriel, de ton côté, votre focus dans l'après-COVID? Ben là, disons que c'est en même temps que c'est ça, avec le COVID, bon, on travaille avec des producteurs, des applicants. Une fois que les permis vont être obtenus, on va être en opération. Ben, en fait, c'est là que là, ils viennent de terminer leurs 5 km, puis c'est là que le marathon commence, en réalité. Tu sais. Puis bon, mon travail n'arrête pas. Une fois que les gens, je les ai aidés dans tout leur processus avec la construction, peu importe. C'est après aussi. Donc, il y a une côté de transition vers le côté de la formation. Fait que ça, c'est des choses dont je vais parler un petit peu plus tard dans les prochains mois, mais aussi un côté, disons, plus project manager, puis d'aider les gens qui sont en opération maintenant à faire de l'amélioration continue parce que c'est difficile, là, tout projet peut être bien réussi, c'est bien exécuté, il y en a des producteurs qui peuvent bien, c'est vraiment d'appliquer ces bonnes pratiques-là, tu sais. Donc, qu'on le voit encore, là, il y a encore des nouvelles microbrasseries qui ouvrent. Ça fait longtemps qu'on boit de la bière, mais il y a encore qui ouvrent, qui réussissent encore à proposer un produit avec une nouvelle valeur ajoutée. Puis, fait que c'est vraiment, je pense, ce qui va se faire après, une fois que certains producteurs au Québec, là, les micros vont commencer à sortir, ben ça va être comment le savoir-faire qu'on applique, dans le fond, les bonnes pratiques avec les autres. Donc, je pense que c'est une partie de mon travail que je vais ça va se diriger là, une fois que les permis vont sortir. Là. Je comprends. Maxime, votre focus chez Groupe SGF après la crise? En fait, ça va être de rattraper un peu le temps perdu. Là. Le focus va vraiment être evidence package. Là. On a déjà du monde qui nous appelle pour prendre les rendez-vous puis organiser ça. Fait qu'à très, très court terme, ça va être de reprendre un peu. Pour nous, ça a vraiment, en fait, pour ces producteurs-là, ça a vraiment été une pause comme le gouvernement l'appelait. Là. Fait que, ces gens-là ont pesé sur pause, puis il y en a qui peuvent peser sur play, ils vont le faire. Puis on va être là pour les accompagner, bien entendu. Puis de l'autre côté, le focus, ça va être un peu de peut-être davantage préparer les gens, nos clients, à affronter ce genre de période-là. Parce que, bon, là, c'est une pause vraiment assez dramatique, là, assez drastique, mais ça va avoir une influence sur l'économie. Puis il faut guider nos clients un peu aussi là-dedans, à affronter l'économie qui va arriver, puis à les aider à aller chercher les ressources nécessaires. Puis ça va passer aussi par un peu de lobbyisme ou de militantisme, comme on le fait depuis le début, pour changer la mentalité des différents paliers de gouvernement. Autant les gouvernements que les entreprises privées. Là, moi, je connais carrément des entreprises, des entrepreneurs qui ne veulent pas toucher à des usines de cannabis par principe que c'est le cannabis. Fait que, faut continuer à travailler là-dessus. Je pense qu'à court terme, c'est de permettre aux clients puis aux producteurs de livrer ce qu'ils veulent livrer. Puis le focus qui va suivre, ça va être de continuer à militer puis d'accompagner aussi des gens dans toute cette belle aventure-là, post-COVID, en prenant en considération toute l'influence que ça a eu au niveau économique puis au niveau de la construction. Là. Bien, merci. Et Dani, finalement, sur la feuille verte, comment on se concentre pour l'après-COVID présentement? Nous autres, évidemment, là, on veut continuer notre effort là, de faire du bien aux gens, mettre des produits bienveillants sur le marché, s'occuper de la majorité de nos clients là, en B2B et évidemment nos consommateurs sur nos plateformes web. On veut poursuivre avec une bonne gestion de la croissance,
On a mis les freins là, quand la crise est arrivée. Ça allait très vite à la feuille verte. C'était une croissance qui était accélérée depuis 2 ans. On voyait pas tout passer. Ça nous a permis là, un petit peu de voir plus clair dans ce qu'on voulait. Donc, on veut gérer la croissance mieux qu'on peut. On a la chance de compter sur M. Claude Lafleur, notre président du conseil d'administration, qui a été pendant 10 ans PDG d'une des grandes sociétés québécoises, qui est la Coop fédérée du Québec, qui protège nos arrières, à écouter notre data, à regarder ce qui se passe au niveau des chiffres. Donc, on veut mettre la société rentable, là, c'est en train de se faire présentement. Évidemment, il y a la nouvelle saison au champ qui s'en vient, là, avec notre plantation femelle. Donc, on s'affaire présentement là, à préparer tout ça. On fait plusieurs milliers de plantes femelles. Donc, ça va être la récolte de tout ça, le processing. Donc, on a du pain sur la planche. Évidemment, avec la licence de R&D, là, on a des discussions pour des projets, pour différents projets de R&D avec cette licence-là pour l'innovation, là, des produits finis de cannabis sans THC, autant au niveau corporel avec la marque Chambre, au niveau des boissons fonctionnelles avec le mot Chambre, au niveau des produits pour animaux avec Crocs. Donc, on va avoir bien du plaisir avec tout ça. Puis on veut évidemment là, que toute notre équipe là, soit les plus heureux au travail. C'est ça qui est important. Business is people. Donc, on s'affaire, Marie-Ève et moi, là, à donner tous les outils nécessaires et puis tout le willpower pour driver notre équipe là, au sommet. Je pense vraiment qu'on peut résumer la conversation en disant que peu importe dans quel domaine on se trouve, ça va être un très gros défi qui va être là pour tout le monde. Ça va être important que l'industrie au complet se serre les coudes là-dedans, qu'on redouble d'ardeur également, puis qu'on soit tous créatifs pour réussir à survivre à ça. C'est un peu ce qui va toucher toutes les industries, pas seulement l'industrie du cannabis aussi. C'est juste que notre industrie, il y avait déjà des points supplémentaires de difficultés par rapport à une industrie régulière, puis là, on vient d'ajouter un autre très gros facteur. Donc, il va falloir se retrousser les manches puis travailler très, très fort. Mais tous ensemble, écoute, tout va être possible. Fait que je vous remercie les 4 d'avoir pris le temps de venir nous jaser aujourd'hui, d'accepter notre invitation de la part de toute l'équipe Can Empire. Merci beaucoup. On va publier la vidéo dans le groupe dans les prochaines heures, là, probablement demain, vendredi, dans le groupe Facebook de l'industrie du cannabis. J'en profite pour mentionner à tout le monde qu'on vous invite à ajouter tous vos contacts concernés par ce groupe-là pour qu'on puisse créer une grande communauté où tout le monde va pouvoir échanger puis s'entraider là-dedans. Donc, merci encore à tous, puis je vous souhaite un bon succès avec vos entreprises et pour vous-même également. Merci. Merci pour l'invitation.